Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Vous connaissez Roland Garros côté court, on vous emmène ce soir côté business. Aurait-on un jingle Roland Garros ? Non. Alors vous allez voir que la quinzaine, c'est la machine à cash du tennis français. On aurait pu mettre Money des Pink Floyd à la place du jingle Roland Garros. C'est vrai aussi pour les joueurs, c'est vrai pour les sponsors, c'est vrai pour les grandes entreprises qui viennent y faire leurs relations publiques et un peu plus parfois même signer des contrats, paraît-il. Bonsoir Cédric Pioline. Bonsoir. Merci d'être avec nous. L'œil rivé sur le match qui est en train de jouer Richard Gasquet, qui est bien embarqué face à Seppi, on peut le dire. Plutôt, oui. Voilà. Pour l'instant, deuxième set, mais il a l'avantage dans le deuxième set, je le dis pour ceux qui n'ont pas la télévision, qui sont dans leur voiture et qui ont envie de savoir comment ça tourne. Bonsoir Stéphane Morel. Bonsoir. Merci d'être avec nous également, directeur général adjoint de la Fédération française de tennis, chargé notamment du développement. Et Christophe Taureau, bonsoir à vous. Bonsoir. Journaliste, grand spécialiste du tennis et du tournoi, auteur notamment du Dico Culture de Roland Garros. C'était publié chez R&Co Éditions. Absolument. Ah, j'ai bon. Stéphane Morel, si on parle gros sous, avant d'aller voir du côté de Cédric pour voir ce que ça représente pour un joueur, ça pèse combien Roland Garros ? Roland Garros, ça pèse lourd. En fait, ça pèse un peu plus de 230 millions. C'est 85% du budget de la fédération. Donc 280 millions pour la fédération, 230 millions pour Roland Garros. Donc c'est la machine à cash du tennis français. Alors, on peut dire ça, c'est peut-être un peu péjoratif. On dira s'il n'y a pas Roland Garros, on est mal. Alors, pour le coup, c'est le poumon du tennis français, on peut dire ça. Le poumon, c'est plus joli. Oui, voilà. Le poumon, c'est plus joli. Cet argent, il vient de qui ? Cet argent, il vient de plusieurs sources. Il vient des sponsors, vous en parliez, mais il vient aussi des entreprises pour les packages hospitalité. Il vient aussi de la billetterie, des produits griffés, et donc c'est tout un ensemble de vecteurs de revenus. On appelle le merchandising de Roland Garros, par exemple. Exactement. Ouais, tout ce qui est t-shirt griffé, tout ce qui est toutes ces casquettes. Que vous pouvez trouver sur le stade, les produits que vous pouvez trouver. La petite casquette qui se vend 25 € là-bas, c'est-à-dire que j'ai trouvé hors de prix, mais c'est normal, hein, c'est la marque qu'on achète. C'est parce qu'elle est de très bonne qualité. Oui, en bien fait. sûr. Exactement. Mais tout ça, ça fait partie du business. Exactement, c'est une source de revenus qui va aider le tennis français et le budget de la fédération. Et la location des places ? La location des places, et c'est la billetterie en tant que telle, c'est 15% du budget de Roland Garros. Et il faut rajouter les droits télé. Et les droits télé, c'est la première source en fait. Les droits télé, c'est 37% du revenu. C'est même devant les partenaires. Juste pour vous donner une idée, c'est 37% les droits télé, 27% les partenaires. Ce qui est assez frappant quand on regarde Roland Garros, c'est que les sponsors changent peu. BNP, Perrier, je crois que je les ai vus depuis que je suis tout petit. Alors en fait, c'est plutôt bon signe. Effectivement, vous avez raison. BNP Paribas, c'est depuis 1973. Lacoste, 1971. Et Perrier, effectivement, on est sur le même genre de partenariat historique. On aime travailler avec les mêmes partenaires qui semblent aimer travailler avec nous. Et quand Roland Garros a été en difficulté, on m'a dit dans les années 68, c'est un sponsor qui a sauvé Roland Garros, c'est ça, Christophe Taureau ? À la fin des années 60 et au début des années 70, il y a eu deux événements importants. Le premier, on fête les 50 ans, c'est mai 68. En mai 68, Roland Garros, c'est le seul événement qui se tient en France. Il n'y a pas de festival de Cannes, il n'y a plus de match de foot, il n'y a plus de représentation au théâtre. Roland Garros se tient, et c'est une date charnière parce que c'est aussi le premier tournoi de l'ère professionnelle. Roland Garros se portait mal parce que depuis 1962, les joueurs professionnels étaient interdits de Roland Garros. Donc il n'y avait que les joueurs amateurs, donc l'intérêt du tournoi était moindre, puisque la Fédération internationale avait décidé que les joueurs qui touchaient de l'argent n'avaient plus le droit de jouer les tournois du Grand Chelem. En 1968, naît l'Air Open, les professionnels reviennent à Roland Garros au moment de mai 68. Donc tous les gens reviennent à Roland Garros parce qu'ils savent que les grands joueurs reviennent. Rod Laver, Ken Rosewall, qui va gagner cette année-là. Et donc ça va relancer le tournoi qui se portait mal. Et puis, 3-4 ans après, l'effet professionnel est moins fort, et en 1972 le tournoi est quasiment à l'agonie et les organisateurs vont trouver une marque de produits solaires, Vanaos, qui va sauver le tournoi, et c'est la seule année où le tournoi a porté le nom d'un sponsor. Ça s'appelait le Roland Garros Open Vanaos. Vanaos, c'est devenu quoi ? Je ne sais pas du tout. Voilà, tandis que Roland Garros disparu. Tandis que Roland Garros, on sait. Cédric Pioline, c'est clé dans une carrière de tennisman, Roland Garros ? Oui, comme tous les tournois du Grand Chelem, oui. Comme tous les tournois, ou pour un Français c'est un peu plus que ça ? Oui, alors pour un Français, tout dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des tout meilleurs Français, ou est-ce qu'on parle d'un Français qui est un peu dans le ventre mou du classement et qui a à un moment une fenêtre d'exposition? Je pense à Roger Vasselin, par exemple. À Roger Vasselin, 83, Roger Vasselin est inconnu au bataillon des amateurs, je veux dire, de ceux qui suivent le tennis de près. C'est sûr qu'on a un retentissement. Il arrive en demi-finale. Il y a un retentissement qui va
va au-delà du fan de tennis et où on est vraiment médiatisé, les journaux télé, enfin ça va vraiment au-delà. Pendant 15 jours, c'est quand même l'événement en France. Donc oui, c'est important d'un point de vue d'image, donc de sponsors, donc de retombées financières. On peut trouver un coach, on vient faire son marché quand on est tennisman, coach, sponsor à Roland-Garros? C'est un lieu où, oui, il y a beaucoup de passages de toute la galaxie, je dirais, tennis, agents, sponsors, coach éventuellement. Enfin, c'est surtout avec les agents pour cette partie qui sont très au courant. D'abord, qui représentent les joueurs, et donc lorsqu'il y a un joueur qui a besoin, eh bien, quand on a tout le monde au même endroit, ça facilite. Ça se négocie comment? Ça se négocie où? Il y a des endroits? Il y a des endroits, souvent c'est soit on voit parfois des tête-à-tête, souvent c'est au Players Lounge, partie réservée pour les joueurs et accompagnants. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi hors stade, dans des hôtels, les petits déjeuners ou un pôle soir. Donc en ce moment, dans les hôtels qui entourent Roland-Garros, c'est frénétique. Il y a du business là. Non, mais c'est amusant pour les gens qui ne connaissent pas de décrire ce qu'est le Players Lounge ici à Roland-Garros. C'est un grand restaurant, il y a des salons, et c'est vrai, il y a la galaxie de tout le milieu du tennis qui est là, effectivement, des joueurs, des entraîneurs, des agents, et tout ce petit monde grouille. Et effectivement, on voit de temps en temps un joueur avec un agent dans un coin. Les directeurs de tournois sont là aussi, ils viennent un peu faire leur marché pour attirer des joueurs dans les futurs tournois. Donc c'est une vraie petite fourmilière, et pendant 15 jours, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Alors voilà le côté tennis, on va passer la pub, et de l'autre côté de la pub, on vous racontera ce qui joue. Alors là, on sera très très loin du tennis tout d'un coup, puisqu'on parlera gros sous, on parlera industrie, on parlera de ce qui se joue entre industriels pour le coup, puisque là, c'est l'affaire qui roule. Roland-Garros, c'est l'endroit où il faut être en ce moment aussi de ce point de vue-là. À tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 3921, 50 centimes la minute. Photocopier, imprimer et scanner en quelques secondes avec la gamme professionnelle jet d'encre Maxify de Canon. Série MB 2150 Wi-Fi à 99 € chez Bureau Vallée jusqu'au 9 juin 2018. Alors, il vient d'où ce Lucas? D'un cours de cuisine mythique. On apprenait à faire un plat thaï. Au début, je l'avais pas remarqué, mais à un moment, il s'est approché de moi les yeux embués pour me dire « C'est super épicé !» C'est bête, mais sur le moment, ça m'a fait pleurer de rire. Les belles histoires commencent souvent par un détail. Partagez de bons moments et rencontrez-vous aux événements mythiques. Et si vous affirmiez votre côté rock? DS Automobile présente DS3 Café Racer. Avec sa sellerie en cuir Napa, ses tatouages rock et raffinés, sa calandre noire texturée, son pavillon vintage crème Parthénon, cette citadine impertinente révélera votre côté rock. DS3 Café Racer, nouvelle édition limitée produite en France. DS Automobile. Jusqu'au 30 juin, pour l'achat de DS3 Café Racer, DS Automobile reprend votre véhicule 3 000 € au-dessus de sa valeur. Détail de l'offre sur dsautomobile.fr. Sapin 2, RGPD, contrôles fiscaux informatisés. Assurer la conformité à l'ère du Big Data mérite des experts. Auditer, conseiller, protéger, c'est la mission de Légal et Digital. Légal et Digital, le cabinet audit et conseil de vos systèmes d'information. Contactez-nous sur légal-digital.fr. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Toujours en direct de Roland-Garros, mais côté business, pendant quelques minutes encore. Après, vous vous délecterez à nouveau des balles, notamment de Nadal ou de Gasquet, qui sont en train de jouer devant nos yeux en ce moment. En étant en compagnie de Cédric Pioline, que je ne présente plus, de Stéphane Morel, le directeur général adjoint de la Fédération française de tennis chargé du développement, et de Christophe Taureau, journaliste et grand spécialiste de tennis et notamment du tournoi. Cédric Pioline, du point de vue du business, Roland-Garros, c'est encore une fois mieux que Wimbledon, différent que Flushing Meadows. Enfin, voilà. Est-ce qu'ils ont chacun leur spécificité? On a tendance à dire, et pourtant on sait bien que mon cœur va à Roland-Garros, mais on a tendance à dire que le tournoi le plus prestigieux, c'est Wimbledon. C'est celui qui a la cote la plus haute. Maintenant, c'est vrai que Roland-Garros, alors c'est très identifié terre battue, mais bon, je crois qu'une victoire dans un tournoi du Grand Chelem, de toute façon, d'un coup, ça met une cote pour le joueur assez énorme. Et puis les retombées sont multiples, que ça soit en termes de contrat, parce qu'il y a des bonus, de cotes. Ici, les bonus sont élevés. Alors vis-à-vis des sponsors, c'est-à-dire que le joueur va empocher son prize money qui est assez conséquent. Je l'ai pas en tête, mais enfin, on est en millions d'euros.
et puis lui-même, le joueur, selon ses sponsors, raquettes, textiles, éventuellement autres, ça peut être des montres, ça peut être, enfin tous les sponsors qu'il a, il a normalement négocié des bonus qui sont assez conséquents. Bonus Roland-Garros spécifiquement. Bonus Grand Chelem en général, c'est Grand Chelem, et puis surtout ça fait monter sa cote sur le marché de tennis. Donc lorsque Wawrinka par exemple aujourd'hui, très mauvaise affaire. Très mauvaise affaire, d'autant plus que très souvent maintenant les contrats qui sont signés notamment en textile sont liés au classement ATP de fin d'année, enfin selon les contrats, mais en général c'est fin d'année. Donc là le pauvre Stan avec tous ses problèmes de genoux et opérations, il est en train de plonger complètement. Donc il pourrait, comme Bouchard d'ailleurs c'est le cas, qui a quand même une image assez forte, et bien elle a 0 € pour son contrat textile parce qu'elle a un classement qui est au-delà de la 150e place mondiale. Est-ce qu'on le perdre ? Ou le perdre ? Le sponsor ? Oui, on a eu le cas d'un joueur australien qui a été parmi les 20 meilleurs, qui a été 2 fois quart de finaliste à Wimbledon, qui est Bernard Tomic, qui était sous contrat avec Nike et qui ne l'est plus parce que c'est un joueur qui s'est un petit peu perdu, qui a une vie un petit peu compliquée. Il est maintenant classé au-delà de la 200e place et donc Nike a dit non, terminé. Et là aujourd'hui, c'est amusant, il a peut-être été rattrapé par une autre marque puisqu'il a joué son premier tour équipé en Lacoste. Donc voilà, un des partenaires de Roland-Garros. Voyez, il l'a peut-être rattrapé. Voilà. Il faut qu'on parle du village. Voilà, quand on dit il y a le village, il y a peut-être des gens qui se disent de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler. On n'est pas à Cannes, on est à Roland-Garros, on est porte d'Auteuil. C'est quoi le village ? Alors, pour le coup, le nouveau village a ouvert il y a moins d'une semaine. Il a été inauguré jeudi dernier. Il remplace le village historique que tout le monde a connu. Et que tout le monde a connu, que ceux qui étaient invités à y aller ont connu. Parce qu'il faut expliquer que les entreprises louent des tentes dans le village et y invitent leurs clients préférés ou les gens avec qui ils veulent signer des contrats. C'est un peu ça le village. Alors, c'est un peu plus que des tentes, puisque effectivement le prix qui est payé par ces entreprises nécessite un peu plus que des tentes. Ce sont des espaces qualitatifs en fonction des mètres carrés qui sont alloués, en fonction du contrat global. Alors, pour le coup, il n'y a pas un prix tarif. On n'aura pas le prix là, vous allez voir. Non, on n'aura pas le prix puisque ça rentre dans des contrats un petit peu globaux. BNP Paribas a un espace au village, Emirates a un espace au village, donc c'est intégré dans leur contrat global. BNP Paribas, c'est un sponsor à hauteur de 30 millions d'euros sous votre contrôle pour Roland-Garros. Un peu moins, clairement, mais ils investissent fortement dans le tennis. Ce sont les parrains officiels du tournoi. Et effectivement, dans les bénéfices qu'ils acquièrent, il y a un espace au village. Au village, on fait de la relation publique ou on fait de la relation d'affaires ? C'est du business, là, pour le coup. Mais ce qui est intéressant pour parler du poids, vraiment du business et du poids de Roland-Garros dans l'histoire du sport business, de rappeler que c'est la Fédération française de tennis qui a inventé le concept de village et d'avoir l'idée de se dire que des marques pouvaient avoir un espace préférentiel pour recevoir leurs invités. C'était à partir de 1973. Et donc c'était une idée de Philippe Chatrier, l'ancien président de la Fédération française de tennis. Et alors on y fait quoi ? Les gens se rencontrent. Je pense qu'il y a des contrats peut-être qui parfois peuvent naître. Et puis il y a aussi un côté glamour, puisque il y a beaucoup d'acteurs, d'actrices. Oui, c'est beaucoup moins people que ça n'a été. C'est les gens on vient se montrer. Les gens se montrent, mais de toute façon c'est gagnant-gagnant. Hein. C'est Roland-Garros l'événement, donc on est invité par telle marque ou pour déjeuner au village, et puis il y a des photographes. Ça apparaît un peu dans les pages people des magazines, et ça fait finalement une autopromotion aussi. Stéphane Morel. Ce que les anglo-saxons appellent être en happy few, c'est vraiment cela, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une certaine élite, d'une certaine façon, élite des entreprises, élite du showbiz. Oui, on peut trouver ça au village, mais clairement, il y a des affaires qui se font. C'est aussi l'un des buts des entreprises qui réservent un espace. Vous avez connaissance de contrats initiés ou signés au village ? De contrats comme ça, c'est pas tangible à ce point, mais oui, des discussions qui naissent au village, qui se finalisent au village, oui, il y en a tous les ans. Cédric Pioline, ultime question, votre favori ?
favoris. Je crois que là, pour le coup, le vôtre, parce que tout le monde dit Nadal. Bah oui, il n'y a pas forcément besoin d'être un spécialiste, mais Nadal, c'est vrai qu'il est vraiment au-dessus du lot. Je pense que la question est plutôt qui sera en face de Nadal. Je vois pas. En plus, le tirage au sort a fait qu'il y a eu une partie de tableau plus chargée que l'autre, et que pour Nadal, finalement, c'est avec tout le respect qu'on doit à ses adversaires, c'est quand même plutôt dégagé jusque quasiment en finale, alors qu'il y a une concentration des autres teams, Zverev, Dimitrov, Anko. Donc voilà quoi. Combien pour le vainqueur, combien pour le finaliste? Alors, pour le coup, c'est en millions d'euros, comme le disait Cédric tout à l'heure. C'est globalement aligné entre tournois du Grand Chelem. C'est des sommes qui peuvent paraître très importantes, j'allais dire, au commun des auditeurs. Mais pour Nadal, ce sont des montants à 7 chiffres, oui. À 7 chiffres. À 7 chiffres. J'aime bien. Ce sont des montants à 7 chiffres. Merci à tous les trois d'être venus nous éclairer sur cette face un peu moins connue, évidemment, de Roland Garros. C'était le but. Merci Cédric Pioline. Merci. Stéphane Morel, merci à vous. Et Christophe Taureau, je rappelle le titre de votre livre, Dico Culture de Roland Garros. Vous l'avez publié il y a 2 ans, si je me trompe pas. 3 ans. 3 ans, chez R&Co Édition. On peut le trouver sur Amazon, tout simplement. Aussi. Merci. C'était de la pub gratuite. Celle-là, pour le coup, elle est sans frais. Merci beaucoup à tous les trois.